Au sommaire de ce nouveau numéro de Toute une histoire, des histoires d'amitié à contre-courant. J'étais en colocation avec Germaine, 96 ans. Il y avait une complicité qui s'était créée, il y avait un échange. Donc elle m'apportait finalement son vécu. Et moi, je lui donnais finalement encore une attache dans la société. Quel âge ont vos amis? C'est une branche qui va de 40 à 104 ans. J'échange souvent des courriers justement avec Jean d'Ormesson ou encore avec Gisèle Casatsu, la comédienne qui a pris 101 ans dernièrement. Pour moi, c'est l'ovni de la famille. Je dis toujours qu'il est plus vieux que mon grand-père. Une interview exclusive. Was this something that you did because of the movie? Yeah. Oh, We do a show all about the movie. Yeah, oh, that's great. Et un drôle de défi. Bonjour, Ben Whittaker, j'ai rendez-vous avec Madame Austin. Je croyais qu'elle devait voir son nouveau stagiaire. C'est moi. Bonjour, je suis le nouveau stagiaire. Je viens voir Cynthia. Bienvenue à Toute une histoire. Bonjour, Jean-Pierre Mariano. Ravi que vous trouviez ça amusant aussi. Mieux vaut en rire. Je vous enverrai un email dès que j'aurai besoin de vous. Ça vous dérange pas du coup de m'envoyer le lien? Oh là là, oh là là, oh là là. Et oh, il y a un paquet de cigarettes, là, Coco, là. Peut-être une solution, c'est de recadrer au niveau du paquet de cigarettes. Il y a cette solution-là aussi. Vous allez vous habituer. Avec plaisir. Je finis, je suis à donf, là. Bonjour à tous, merci d'être chaque jour fidèles au rendez-vous. Pour la première fois dans Toute une histoire, Robert De Niro nous a accordé une interview exclusive dans laquelle il nous présente son dernier film, Le Nouveau Stagiaire, un long métrage qui nous a inspiré le thème de ce numéro. Je vous laisse découvrir cet entretien et on se retrouve juste après. Je vais vous poser une de nos questions les plus révélatrices pour tous nos stagiaires. Vous vous voyez où dans 10 ans? À 80 ans. Bonjour, Ben Whittaker, j'ai rendez-vous avec Madame Austin. Je croyais qu'elle devait voir son nouveau stagiaire. C'est moi. Quel âge avez-vous? 70. Et vous? J'ai 24 ans. Je sais, je fais plus vieille, c'est le travail qui vous vieillit, ce qui n'est pas de chance dans votre cas. Pardon. Bonjour, Jules, je suis Ben, votre nouveau stagiaire. Ravi que vous trouviez ça amusant aussi. Mieux vaut en rire. Eh bien, vous voilà coincé avec moi. Parfait, ça me plaît. Je vous enverrai un email dès que j'aurai besoin de vous. Pour la porte, ouverte ou fermée? Peu importe. Non, en fait, ouverte. Vous allez vous habituer. Avec plaisir. Hi. Nice to meet you. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le personnage de Ben? Il y a des choses auxquelles je peux m'identifier chez Ben facilement. Son âge, des choses qu'il raconte, ses expressions. J'ai mis des traits de ma personnalité ou que j'ai senti proche du personnage. Et du coup, vous avez toujours un mouchoir de poche sur vous? Tu devrais vraiment en avoir un sur toi. Oui, tu as raison. Les femmes vont venir te voir en pleurs pour que tu les consoles comme dans le film. Vous êtes sur Facebook? Oui, j'essaie de comprendre comment ça marche. Je me suis inscrit il y a 10 minutes. Dans le film, on voit que les générations s'enrichissent mutuellement. Pensez-vous qu'on l'oublie souvent? Oui, c'est très important ces générations. Les gens habitent loin les uns des autres. Ils pensent qu'envoyer un email vaut mieux que passer un coup de fil, alors que c'est pire. On a beaucoup à apprendre des seniors. Je pense que les gens communiqueraient s'ils pensaient qu'il y a quelque chose de constructif. Dans le film, ce qui est super, c'est qu'il montre l'importance de la communication intergénérationnelle. Est-ce qu'il y a un senior qui a marqué votre vie? Comme un mentor? Oui, un mentor. Certains de mes amis les plus chers sont plus âgés que moi. Ma meilleure amie a 83 ans. Tu peux pas t'empêcher de poser des questions sur sa vie à une personne dont tu es proche, surtout quand elle a vécu plein de choses. Qu'est-ce qu'elle pense de ci, de cela? Tu lui demandes de te raconter des histoires, c'est super. J'ai souvent demandé à des gens plus âgés que moi, dans ma profession, des réalisateurs, de me raconter ce qu'ils ont vécu et quels pièges je devais éviter. Parce que quand on te donne un conseil, ça te reste en tête et tu y repenses quand tu te trouves dans des situations similaires. Durant cet entretien, nous avons parlé à l'équipe du film de notre émission. Leur long métrage nous a inspiré le thème d'aujourd'hui.
Le titre de notre émission est Le Seigneur de ma vie. Oh super, c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, on a embauché un stagiaire senior comme Ben. Ils ont embauché un stagiaire senior comme Ben. Oh super. Vraiment? Vous en avez un, pour de vrai? Oui, j'ai un extrait, je peux vous le montrer? Il a un attaché case. C'est une super idée. C'est quelque chose que vous avez fait à l'occasion du film? Oh, c'est chouette. C'est fantastique. Vous pouvez m'en faire une copie? En vérité, quelque chose en vous m'apaise ou me redonne un certain équilibre. Et j'en ai besoin, ça crève les yeux. Comment, en une seule génération, les hommes sont-ils passés de types comme Jack Nicholson ou Harrison Ford à... Eh ben. Et nous aussi, nous avons fait l'expérience. Durant une journée, Antoine Pierre, âgé de 72 ans, fut notre stagiaire. Un sujet à découvrir tout à l'heure dans l'émission. Je suis à donf, là. Alors, à l'image du lien qui unit Robert De Niro et Anna Thaoué, dans les extraits que nous venons de voir, nos invités ont eux aussi envie de partager avec vous leurs très belles histoires d'amitié intergénérationnelle. Bonjour Mathurin. Bonjour. Alors, c'est grâce à votre livre que nos équipes sont entrées en contact avec vous il y a quelques semaines, car le personnage principal de cet ouvrage est assez inattendu, pour le moins. Il s'agit de Germaine, une femme de 96 ans, haute en couleur, et cette femme, vous l'avez côtoyée pendant 2 ans. Comment vous avez croisé sa route? En fait, j'étais en colocation avec Germaine. C'est pas banal quand même. Normalement, on cherche une colocation avec quelqu'un de son âge. Oui, mais quand je suis arrivé en fait en région parisienne. Vous veniez d'où? Alors, j'ai fait mes études à Strasbourg et j'arrivais en région parisienne pour trouver un emploi. Et j'avais pas de famille dans cette région. Et j'avais entendu parler des associations intergénérations qui mettaient en relation une personne âgée avec un étudiant. Et je me suis dit, bah, je vais tenter l'aventure, ça me plaît. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce concept? Ce qui m'a d'abord plu dans ce concept, c'est une réponse sociale. En fait, je trouvais que quand on peut aider à sortir une personne âgée de la solitude et un étudiant qui a des problèmes financiers, mettre ces deux personnes-là sous le même toit, je trouvais que c'était une réponse sociale qui était géniale. Mais c'est incroyable de penser ça à l'âge que vous aviez. Vous aviez 28 ans à l'époque. À cet âge-là, on a plutôt envie de partager un appartement avec des potes, comme on dit, et de faire la fête et d'inviter des copains. Pas forcément une personne plus âgée. Oui, mais j'avais déjà eu une expérience avec mon arrière-grand-mère et j'avais trouvé ça très bien. Et qui avait quel âge, votre arrière-grand-mère? 96 ans. Le même âge que Germaine, elle s'appelait même Germaine. Et du elle s'appelait Germaine aussi? Également, oui. Incroyable. Ouais, c'est vraiment un hasard. Et j'avais envie justement de renouveler cette expérience. Voilà, c'était une manière de prolonger. Donc, quand vous avez rencontré Germaine, comment ça s'est passé? Quelle impression avez-vous eue? Quand on a pris le thé, justement, on a... Elle était seule quand vous l'avez rencontrée? Non, il y avait ses 2 fils qui étaient là. Et tout de suite, au premier abord, j'ai trouvé que c'était une dame très pudique, élégante et qui avait le souci du détail, qui me questionnait vraiment sur ce que je faisais. Donc j'avais profité de cette occasion pour lui amener mes dessins, ce qui permettait un peu de briser la glace et d'avoir un lien d'accroche. Et elle avait des bons mots. C'était quelqu'un qui avait des bons mots d'emblée. Et comme moi, j'aime bien aussi jouer sur les mots, charrier aussi les gens, je me suis dit que ça pouvait coller. Et elle a pensé la même chose. Donc... on s'est dit, bon, c'est parti. Une semaine après, j'emménageais chez elle. Alors, vous avez passé votre première nuit chez votre colocataire. Et puis, le lendemain matin, elle vous a préparé votre premier petit déjeuner. Oui. C'était bon? C'est particulier, on va dire. Pourquoi? Alors, en gros, pour servir le petit déjeuner, elle a toujours une formule magique. Elle adore le café. Donc, café, une cuillère de café, une de Ricoré et un sucre, toujours. Donc, le premier matin, elle dispose les 2 mugs côte à côte. Un à l'endroit, un à l'envers, sans s'en rendre compte. Elle verse dans le premier avec un grand succès, et le deuxième, elle en renverse partout. Et en voyant ça, je me suis dit, bon, par pudeur, je ne vais pas lui montrer que, bon, voilà, elle était un peu dans l'embarras. Je lui ai dit, écoutez, je vais faire le petit déjeuner maintenant, tous les matins, et puis comme ça, on s'arrange entre nous. Vous l'avez toujours, vous voyez? Oui, ça, c'était une des règles que je m'étais aussi donnée, et puis elle avait ça plutôt naturellement.
C'était avoir cette pudeur, comme je vous expliquais au début, voilà, on se vouvoyait, il y avait cette notion de respect, et il y avait une autre règle aussi que je m'étais imposée, c'est de la considérer comme une adulte, pas comme une enfant, parce que par moment, les personnes âgées, on a tendance à les infantiliser, à dire, bon, bah voilà, 80 ans, on peut être sénile, ce qui n'était pas le cas, c'était vraiment une règle qu'on s'imposait. Quand par exemple elle versait le café sur la tasse à l'envers, c'est quoi, elle perdait un peu la tête par moment, elle déraillait un peu ou pas trop? Non, elle était un peu étourdie? Oui, elle était un peu étourdie en fait. Ça arrivait, puis elle faisait moins attention par moment. Ça arrivait en fait à son âge, parce que 96 ans, voilà, il y a des moments où on perd un petit peu quelques notions. Vous étiez complices tous les deux? Oui, on était complices. Justement, on avait un rapport d'adulte. C'est quoi un rapport d'adulte? Enfin, on se couvrait mutuellement. C'est-à-dire que normalement, j'étais là un peu pour lui donner ses médicaments, veiller un petit peu à ce que tout aille bien, faire ses repas. Et en même temps, j'étais quand même... je venais de sortir de mes études et comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai envie de sortir, un petit peu de profiter. Et donc, je sortais après 19h par moment et elle me disait, vous inquiétez pas, je ne dirai rien à mes fils, je dirais que vous êtes partis me faire des courses. Parce que dans le contrat, vous n'étiez pas censé sortir le soir? Alors, il y a des règles. Généralement, dans les associations intergénérations, vous avez l'aide à la personne. Donc là, vous ne payez pas du tout de loyer. Ou sinon, juste une colocation, où là, vous payez un petit peu. Et voilà, moi, je devais lui rendre des services. Je devais être là le soir à 19h et être présent 2 week-ends par mois pour l'assister. Elle vous donnait des conseils? Oui, en fait, on avait toujours un petit rituel le matin quand j'allais la voir. Je me préparais pour aller au travail et du coup, en montant en lui souhaitant une bonne journée, elle me regardait et elle faisait un petit check-up au niveau des tenues vestimentaires en me disant là, bon, votre pantalon n'est pas top, faudrait peut-être revoir un peu votre tenue. Et elle me donnait des conseils de styliste. Aujourd'hui, elle aurait dit quoi, par exemple? Je pense qu'elle aurait préféré un petit pantalon beige avec un petit haut bleu marine, plus classique. Bon, moi, je ne suivais pas toujours ses conseils. Et la barbe? Non, ça, la barbe, fallait la raser. Mais je lui dis ça, non. Alors, vous dites que vous vous couvriez mutuellement. Il vous est arrivé de la couvrir pourquoi, par exemple? Vis-à-vis de ses fils? Oui, en gros, par moment, ça lui arrivait d'avoir des notions du temps qui étaient elle était un peu à côté. Par moment, ça arrivait, elle ne se souvenait plus des jours précédents. Et ses enfants avaient toujours tendance à la questionner au téléphone en lui disant « Mais tu te rappelles hier comment ce que tu as fait, etc. » Donc moi, j'étais derrière le combiné et dès que j'entendais la question, je lui chuchotais un petit peu ce qu'elle faisait la veille. Et elle se rappelait et du coup, c'était ma manière à moi de lui rendre l'appareil quand elle me couvrait sur les sorties. Elle vous aimait bien? Oui, on s'entendait très bien. Et même si au début, on se dit, c'est pas quelqu'un qui est de ma famille, au fur et à mesure, il y a une proximité qui se crée, et évidemment un attachement. Elle est devenue votre confidente? Oui, ça arrivait quand j'avais des craintes, des angoisses, des questionnements. Justement, il n'y avait pas de... On avait beaucoup de respect, mais du coup, on évacuait toutes les notions de pudeur, en fait. C'est-à-dire que je pouvais me permettre de lui poser des questions, par exemple, comment elle avait vécu une situation à son époque. Et, la guerre, par exemple. Voilà. Elle avait dû vivre la guerre. C'est ça. En fait, il y a des questions aussi que je me suis toujours refusé de poser à mes grands-parents ou arrière-grands-parents. Par pudeur, je pense que vous, plein de personnes, ça arrive. On aurait aimé poser ces questions-là. Qu'est-ce que c'est d'avoir 20 ans pendant la Seconde Guerre? Et elle, justement, me racontait son histoire personnelle. Et il y avait quelque chose de... voilà, un partage, vraiment. Et vous, qu'est-ce que vous lui avez fait découvrir? Moi, je la maintenais en connexion avec la société. Par exemple? Par exemple, lui raconter mes tracas de la journée, prendre les transports en commun, qu'il y ait des grèves, qu'il y ait des problèmes techniques, lui raconter ma journée et l'actualité, parce qu'elle ne suivait plus tellement l'actualité. Elle, ça lui permettait d'être en prise encore avec, on va dire, une réalité. Et puis les ordinateurs, les jeux vidéo, tout ça, vous l'avez initié à tout ça? Oui, je jouais à la console. Vous jouiez avec elle à la console? Alors, jouer avec elle, non, mais comme ça l'intriguait, elle était vraiment curieuse de découvrir comment ça fonctionnait. Donc ça m'arrivait par moment de lui passer la manette et qu'elle teste, bon, en me ruinant ma partie, mais en tout cas, c'était... Oui, il y avait une complicité qui s'était créée, il y avait
un échange. Donc elle m'apportait finalement son vécu. Et moi, je lui donnais finalement encore une attache dans la société pour qu'elle reste présente. Et alors, c'est pas terrible de s'attacher comme ça à quelqu'un qui n'est pas de notre famille, de cet âge-là? Est-ce qu'on ne redoute pas de trop s'attacher? Si, évidemment. Même si au début, voilà, on se met des garde-fous, au final, Parce il y a une qu'il devait y avoir un culpabilité, moment où vous deviez vous inquiéter quand vous n'étiez pas là, vous ne deviez plus oser sortir de peur qu'elle tombe, ou j'en sais rien. Il devait on y se avoir sent ces moments-là. responsable de la personne. Voilà. C'est-à-dire que finalement, ces enfants, ils se reposent un petit peu sur moi, de manière peut-être inconsciente. C'était pas volontaire, mais j'étais vraiment là pour veiller sur ses prises de médicaments, sur l'observer au quotidien, et on s'aperçoit que finalement, la personne est complètement dépendante de nous. Une fois, vous lui avez fait chausser des lunettes 3D? Oui, j'ai mon ami qui faisait des films en 3D avec les lunettes rouge et bleu. Et du coup, pareil, je lui ai dit, venez Germaine découvrir une expérience 3D. Donc je lui mettais les lunettes et du coup, elle découvrait en fait ces technologies. Je trouve que c'était important en fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de la considérer comme une adulte. En soi, qu'elle ait 90 ans, ça fait rien de regarder un film en 3D, de jouer à la console. C'est des choses actuelles. Et puis une autre fois, elle a eu une réaction étonnante en regardant un reportage sur la Gay Pride. Oui, ça nous arrivait quand même de temps en temps, quand je montais la voir, de regarder les infos. Et on regardait le défilé de la Gay Pride, et un homme donc en slip avec des énormes semelles compensées. Et puis elle regarde ça et elle me dit il ne doit pas avoir froid, lui, mais de manière sérieuse. Je lui dis mais pourquoi vous dites ça? Elle dit mais il a des semelles compensées, donc plus on est loin du sol, moins on a froid. Ah ouais, d'accord, ok. Donc c'est une manière décalée aussi sur le temps et qui me faisait beaucoup rire. Très attachante, cette Germaine. Yvonne, bonjour très belle Yvonne. histoire. Bonjour Sophie. Alors c'est très charmant ce genre de rapport, je trouve. Et puis c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'associations qui proposent aux étudiants de cohabiter avec une personne âgée, de plus en plus de campagnes qui invitent au partage entre les générations. Et à la solidarité. Donc c'est super, ça leur permet de rester en forme, en prise avec la réalité. Je crois que c'est un concept très intéressant, c'est vrai, qui se multiplie de plus en plus, et je crois que l'expérience de Mathurin exprime combien ce concept est une véritable rencontre. C'est une rencontre bien sûr intergénérationnelle, mais ça permet aussi bien pour la personne âgée, d'être sécurisée, de rompre avec sa solitude, mais c'est aussi surtout une rencontre avec deux personnalités. C'est pour ça que vous en avez testé avant, deux histoires, des rituels, des valeurs, et ça permet à la personne âgée d'avoir une fenêtre sur la réalité, sur le monde actuel. Donc ça lui donne une forme de fraîcheur, une forme de gaieté. Elle se sent plus investie dans le présent. Elle est moins habitée par des idées qui pourraient être morbides. Elle est moins dans la régression. Donc ça booste aussi sa confiance en elle. Parce que les personnes âgées ont tendance à déprimer. Il faut savoir que la dépression du troisième âge est très fréquente. Mais là, je crois que vous lui faites oublier un petit peu ces états dépressifs. Quant à vous, c'est une véritable... Pour le jeune, il y a aussi un partage. Et je crois que c'est une véritable école du respect, parce que tout le monde ne peut pas le faire, de l'empathie, parce que quand on est avec une personne âgée, on est à son écoute, on est très empathique, et on a envie de connaître bien sûr quelle était son histoire, mais aussi d'avoir des réponses à notre questionnement existentiel. Parce que comme elles sont proches de la mort, et quand on s'interroge même à 30 ans, à 25 ans ou à 18 ans sur d'où on vient et où on va, je crois que ces interrogations existentielles, on a des réponses de la part des personnes âgées, et c'est aussi apaisant pour nous, et ça donne l'impression d'une grande utilité. Donc ça booste réciproquement la confiance et en la personne adulte, en la personne senior, et en vous, parce que vous êtes utile, vous rendez utile, et vous boostez votre empathie, votre sens de l'empathie. Et ça fait aussi tomber quoi? Ça fait tomber toutes les idées reçues sur la vieillesse, parce qu'avant tout, c'est une personne qui a une histoire, un vécu et des réponses à vos questionnements. Ça vous va? Très bien. Alors, avant de continuer l'émission, on va vous apporter, Eric va vous apporter votre matériel de dessin. On a vu pas mal de vos croquis déjà, mais là, vous allez pouvoir dessiner ce que vous avez envie de dessiner tout au long de l'émission. Un petit crowbar vite fait, juste pour avoir une impression de Germaine. Voilà. Parce que, ce que j'aimais dans le livre, ce qui est important pour moi, c'est pas forcément montrer Germaine
de montrer plutôt les lieux où on habitait, pour que les gens puissent se l'approprier, puissent peut-être retrouver une histoire personnelle à travers ces anecdotes. Donc bon, je fais grosso modo Germaine, mais... Bon, alors on vous laisse dessiner Germaine. Okay. Alors, comme dans le film de Robert De Niro, nous avons voulu, nous aussi, accueillir un stagiaire senior à la rédaction en préparant cette expérience. Nous avons eu comme un flash, il fallait rappeler Antoine Pierre, qui avait déjà participé à l'une de nos émissions sur le thème de la retraite. Et il a tout de suite accepté notre proposition. C'était il y a quelques jours. On regarde ce que ça a donné. Paris, dans le 16e arrondissement. Ce matin, bon, ben, ça va, vous vous rendez compte, après 13 ans d'inactivité, c'est formidable de retourner bosser. Voilà, pour la première fois. Bon, alors donc, je suis tout excité. À 72 ans, Antoine Pierre a accepté de relever un défi, être notre stagiaire le temps d'une journée. Et ce matin, il a donc rendez-vous avec nos équipes. Bonjour, je suis le nouveau stagiaire, je viens voir Cynthia. Cynthia, voilà. Bonjour. Oh, pardon, oui, bonjour. Bienvenue Antoine Pierre, bienvenue à toute une histoire. Bonjour Antoine Pierre Mariano. Cynthia est l'une des rédactrices en chef de l'émission. Quand je l'ai accueilli ce matin, c'était assez surprenant. J'étais un peu déstabilisée. Et voici mon équipe. Eh bien, bonjour. Je suis donc le nouveau stagiaire aux cheveux blancs, Antoine Pierre Mariano. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Dans notre rédaction, c'était un peu l'intrus. Nous, on a tous entre 23 et 30 ans. Je savais pas si je devais le tutoyer, si je devais le vouvoyer. Monsieur ? Bonjour. Oh, monsieur, vous vous rendez compte ? La journée avait plutôt bien commencé. Mais très vite, Antoine Pierre est dépassé par la technologie. Ah, mon sauveur. Bonjour. Guillaume, Antoine Pierre Mariano, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que vous allez me faire là ? Je viens vous ouvrir votre session. Donc là, il me faut un mot de passe de 9 caractères. 9 caractères ? Ouais, majuscule, minuscule et 2 chiffres minimum. Oh là 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 là. 9 caractères. Pas de prénom, pas de nom de famille dans le mot de passe. Je mets dans le bon chat, quoi. Si vous voulez. On va mettre croquette 34, voilà. Notre équipe travaille en ce moment sur une émission consacrée à la criminalité et elle a besoin de chiffres pour compléter son enquête. Une mission qu'on a décidé de confier à Antoine Pierre. Alice. Oui. Venez voir, j'ai trouvé ce qu'il vous faut. Super. Voilà, vous avez un site et vous avez tout dedans. Et voilà, ça sert les vieux, vous voyez. Ça vous dérange pas du coup de m'envoyer le lien? Oh là là, ça tenait, alors faites-le. Et dépêchez-vous parce que ça va être l'heure de mon déjeuner et de ma sieste après. Tac. Bon, on va manger? Eh bien, on y va, voilà, j'arrête ma machine et on y va. Vous venez avec nous? Oui, avec plaisir. Bon, on en profite pour parler travail? C'est ça. Ou alors on dit du mal des gens. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous vous souvenez de tous nos prénoms? Non. J'ai failli venir en jean et en blouson de cuir, j'ai pas osé. Ah, vous auriez dû. Quand je l'ai vu arriver avec son petit look très propre, très classique, j'ai pensé à mon grand-père. Je me suis dit qu'avec son petit pantalon en velours côtelé, ça risquait peut-être de faire un choc. On parle de moins en moins bien le français. Et qu'est-ce que vous pensez du jargon des jeunes gens d'aujourd'hui? Je finis, je suis à Donf, là. Fini la récréation, après avoir déjeuné, Antoine Pierre va découvrir nos salles de montage en compagnie d'Alexia, l'une de nos journalistes. Et Théo, notre assistant monteur, va lui dévoiler quelques secrets de fabrication. Alors le matériel, c'est extraordinaire. Enfin, nous, moi, je suis complètement perdu là-dedans. C'est comme si j'étais dans un Boeing ou dans un Airbus. C'est un peu ça, on pilote un avion. On va flouter du coup la bouteille, la marque de la bouteille. Et oh, il y a un paquet de cigarettes, la Coco, là. T'as vu, elles sont devant. Et oui, c'est vrai aussi. On espère être comme lui quand on aura son âge, être un stagiaire aussi dévoué, et aussi curieux et ouvert d'esprit. Je vous présente Maxime. Maxime Antoine Pierre, c'est un de nos monteurs, c'est le nouveau stagiaire de la rédaction. Oui, stagiaire aux cheveux blancs, voilà. C'était surprenant de voir un stagiaire avec cette coupe de cheveux arriver. Qu'est-ce que vous faites exactement? Racontez-moi, là. Donc là, ici, c'est le montage. Disons que c'est la dernière étape avant la diffusion, n'est-ce pas? C'est ça. Donc là, je fais le teaser de l'émission. C'est une bande-annonce, en quelque sorte. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, c'est une bande-annonce. Et pas un autre mot que le teaser. Le teaser est rentré dans le dictionnaire. C'est grand-père qui se rebiffe. Il y a un côté un peu choc générationnel parce que il est donc de la vieille école, un peu vieux jeu. On a l'habitude de mettre des whoosh dans les sujets. Des quoi, des whoosh. Un whoosh. Un whoosh. C'est quand on met ce genre de bruit, des bruitages. Vous appelez ça un whoosh. Vous voulez essayer de monter?
Monter quoi? Ça? Ah non, 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 surtout pas, je vais vous mettre un bazar, pas possible. C'est pas compliqué. Non, 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 non. Déjà que je n'arrive pas à me débrouiller avec mon propre ordinateur. Non, 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 c'est surtout pas, non, non. On se dit qu'on n'a rien à lui apprendre, il connaît déjà la vie. Et donc nous, petits jeunes, lui montrer comment on fait ci, comment on fait ça, c'est assez gênant en fait. Eh bien, c'était une bonne journée. Merci. Bah, merci à vous. Au revoir. Et donc, je vous dépose un CV. Il n'y a pas de souci. Merci de votre accueil. À bientôt, j'espère. Ça aurait été intéressant qu'il reste un peu plus longtemps parce que je pense que, vu son âge et son expérience, il aurait pu beaucoup nous apporter. Antoine Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, on vous a reçu il n'y a pas si longtemps. Hein. La dernière fois, vous nous aviez confié que depuis votre retraite, vous aviez du mal à avoir un emploi du temps rempli. Vous ennuyiez un petit peu. Oui, oui, c'est le cas de tous les retraités, je crois. Ouais. Ceux qui vous racontent le contraire vous disent des mensonges. Non, pas forcément. Mais. Bon, est-ce que vous auriez aimé y retourner le lendemain? Vous étiez content d'entrer chez vous oui, ou oui. moyen? Ah non, non, j'étais ravi. J'ai passé une journée merveilleuse. J'ai pris une espèce de bain de jouvence extraordinaire. Avec, toutefois, comment dirais-je, peut-être un petit peu de frustration. Parce que, bon, il y a deux choses. On admire les jeunes, effectivement, parce que on aime leur enthousiasme. On sait qu'ils nous aident à comprendre le monde nouveau, notamment à travers les nouvelles technologies. On se sent aussi sécurisé vis-à-vis des jeunes, parce que l'exemple de Mathurin tout à l'heure était significatif. Une personne âgée, peu à peu, arrive à se confronter à celle que j'appelle dans mon bouquin la sorcière, qui est la solitude, n'est-ce pas? Donc là, ça m'a fait beaucoup de bien de participer à tout ça. Voilà. Donc vous ne vous sentiez pas en danger? Non, absolument pas. Non, 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 j'étais pas du tout en danger. J'ai même apprécié énormément. Alors effectivement, nous, les anciens... Qu'est-ce que vous avez retenu de cette journée? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont vraiment étonné, frappé? Oh, frappé, non. C'est des choses qu'on savait déjà. Enfin, regardez, comme par exemple aujourd'hui, j'observe que dans la centaine de personnes qui sont ici, je suis le seul à porter une cravate. Bon, alors effectivement, quand on voit que les jeunes sont pas coiffés comme nous, sont pas rasés ou mal rasés, ils ne s'habillent pas de la même manière. Un peu de laisser-aller. Un peu de laisser-aller, bon, mais enfin, il faut bien que jeunesse se passe, n'est-ce pas? Donc, vous étiez comme ça quand vous étiez jeune, sans cravate, les cheveux longs et pas rasés? Ah ben, je me souviens que, oh non, 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 quand j'ai commencé à travailler, c'était en 1962, nous portions tous une cravate, même le dimanche. Voilà. Donc, est-ce que vous vous êtes senti très décalé par rapport à tous ces jeunes, ou est-ce que vous vous êtes dit je pourrais leur apporter des choses moi aussi? Oui, oui, absolument. Décalé, on l'est, ne serait-ce que par leur langage, par les nouvelles technologies, etc. Je vais vous raconter une histoire. Je reçois d'un de mes petits-fils hier un SMS dans lequel il m'écrit LOL. Alors je lui renvoie un SMS en lui disant traduit. Et il me dit lot of laughs, c'est-à-dire donc. Beaucoup de rire. Beaucoup de rire, voilà. Je ne savais pas. Donc on est quand même très décalé. Et il paraît que vous avez fait des progrès en verlan. On vous a même préparé une petite interro surprise pour voir si vous avez bien retenu. Sur le verlan? Ah ouais, bon, alors, oui, qu'est-ce qu'un whoosh? Un whoosh. Ça, c'est pas du verlan. C'est des espèces de Moi, je ne savais bruits pas ce que c'était, perso. Oui, whoosh. Oui, c'est un bruit qu'on lance. Donc ça, c'est une technique c'est dans le montage, j'imagine. Une technique de montage, absolument, ouais. Voilà. Et les barcots? Ah, les barcots. Ben, donc j'ai découvert ce vocable, si j'ose dire. Oui, c'est donc tous les documents qui passent à l'écran pendant l'émission. C'est ça. Et les teasers? Ah, les teasers, ben, ce sont des bandes annonces, voyez-vous. Donc, mon stage m'a été très utile. Bon, alors, est-ce que vous pensez que vous auriez pu leur apporter des choses et qu'il leur serait très utile de vous avoir comme stagiaire à temps plein? Ah, stagiaire à temps plein, c'est un vrai problème. Alors, franchement, il y a le problème oui. de la sieste. Oui, il y a le problème de la sieste. Mais enfin, ça peut s'aménager. Rassurez-vous, quand je travaillais, je dormais régulièrement 10 minutes après chaque déjeuner. Ah bon. C'était une vieille habitude. Alors, cela étant, le rapporter, oui, c'est certain.
Qu'est-ce que vous pourriez leur apporter? Si vous voulez, on leur apporte en quelque sorte le fruit de nos erreurs passées, que j'appelle l'expérience. Et souvent l'expérience, ma foi, ça tient le talent, n'est-ce pas? L'expérience, la rigueur peut-être? Oui, la rigueur, je mets ça, tout ça sous le vocable de l'expérience. Et alors, de notre côté, avec les plus jeunes, je crois qu'il ne faut surtout pas leur imposer quoi que ce soit. Parce que par définition, la jeunesse est rebelle, elle aime la transgression, donc vouloir leur imposer quoi que ce soit est une erreur. Donc il faut ruser. Il faut ruser et puis être, disons, une espèce d'armoire d'archives complètement ouverte, en leur disant que, ils peuvent venir puiser ce qu'ils veulent auprès de nous, et puis en leur rappelant de temps en temps qu'un vieux fusil, ça peut quelquefois servir. Voilà. Donc vous êtes en train de postuler pour revenir à la rédaction de Toute une histoire. Oui, mais je ne pense pas qu'ils vaudront le bon. Non, il y a beaucoup de jeunes, il y a tellement de jeunes au chômage en ce moment que je pense qu'ils préféreront avoir quelqu'un de plus jeune, quitte à ce qu'ils fassent leur expérience. C'est plutôt sympa de votre part. Voilà. Mais je trouve qu'on devrait plus profiter de l'expérience des anciens. Voilà. Oui, mais ça, je crois que si vous voulez, c'est un sujet éternel et qui a toujours existé, que ce soit dans la littérature ou dans l'histoire. On a des dizaines et des dizaines d'exemples. Qu'est-ce que vous pensez du témoignage de Mathurin et du but de cette association de mettre en rapport des générations différentes comme ça? Bien, je crois qu'on ne peut être qu'admiratif, parce que admiratif de la part des deux parties d'ailleurs. Je ne sais pas d'ailleurs si j'arriverai à l'âge de 96 ans. Vous le feriez, vous, si on vous proposait un jeune colocataire? Je ne sais pas, je n'ai pas encore l'âge pour vous répondre. Alors peut-être viendrai-je dans une vingtaine d'années vous répondre, mais aujourd'hui je ne suis pas capable de vous répondre. Non, là vous défilez, parce que vous pourriez le faire dès aujourd'hui. Une jeune colocataire. Une jeune colocataire? Ouais. Non, mais je ne pourrais plus assumer. Non. Non, je suis assez admiratif, je vous dis, des deux parties, parce que apporter quelque chose à une personne âgée et surtout l'aider à combattre la solitude, parce que finalement, la solitude, il n'y a rien de plus terrible pour une personne âgée qui est confrontée avec rien d'autre que ses souvenirs. Et que sa finitude. Voilà, et qui n'a plus d'amis parce que tous ses amis sont morts avant elle. C'est sûr et que donc, c'est pas très réjouissant comme perspective. Avoir quelqu'un qui apporte cette fraîcheur, et puis ne serait-ce qu'une présence, d'avoir une présence auprès d'elle, c'est considérable. Voilà. C'est vrai. Maximilien est avec nous aussi. Bonjour Maximilien. Bonjour. Alors, vous êtes encore plus jeune. Vous avez 16 ans, mais votre bande de copains n'est pas exactement celle qu'on pourrait imaginer pour un garçon de votre âge. Quel âge ont vos amis? C'est une branche qui va de 40 à 104 ans. À 104 ans? Oui. Vous êtes fils unique? Non, j'ai un frère. Plus jeune ou plus âgé? Plus âgé. Lui aussi a des amis plus âgés? Non, il est dans son univers. Vous, il ne vous arrive jamais de sortir avec des jeunes de votre âge? J'évite. Pourquoi? Je pense que déjà de côtoyer des personnes plus âgées que moi, c'est une richesse. D'autant plus que la jeunesse d'aujourd'hui, dans la jeunesse d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne l'ont pas compris justement. Et donc j'essaye de profiter un maximum de cette richesse. Les jeux vidéo, par exemple, vous en pensez quoi? Quand j'ai des amis qui me parlent, enfin des connaissances de mon âge qui me parlent de certains jeux, je n'arrive même plus à suivre les conversations parce que ça ne m'intéresse pas. Vous vous intéressez à quoi, vous? L'histoire, la littérature, le cinéma, le théâtre. Depuis que vous êtes tout petit? Depuis tout petit, oui. J'ai commencé 5-6 ans, j'avais déjà des livres dans les mains. Quels auteurs aimez-vous? Particulièrement Frédéric Hébrard, Jean d'Ormesson, Michel Déon, ou en plus ancien, en classique, Victor Hugo, par exemple. Vous vous ennuyez avec les jeunes de votre âge? Nous n'avons pas les mêmes sujets de conversation, disons. Donc ça crée un décalage. Et votre frère, il en dit quoi de vos centres d'intérêt? Il est dans son univers, il ne s'en soucie pas forcément... Enfin, c'est pas péjoratif. Il est mécanicien, donc il est dans son univers. Ouais. Et vos parents sont de jeunes parents ou ils vous ont eu sur le tard? Sur le tard, assez, oui. Hein? Ils vous ont eu un peu sur le tard? Oui.
D'accord. Effectivement. Yvonne, qu'est-ce qui pourrait expliquer justement que Maximilien soit en décalage total avec sa C'est un véritable génération? archéologue des biographies des anciens, mais derrière tout ça, il y a, je pense, un désir de savoir qu'est-ce qui fait l'essence de la vie, partage de savoir. Vous êtes aussi un petit peu romantique. Vous avez besoin d'aller en-delà des personnes qui ont bien vécu, en quête de modèles. Et je crois que très jeune, vous avez dû être initié par une personne assez âgée avec qui vous avez eu un lien particulièrement fort et qui vous a enseigné beaucoup de choses. Et vous êtes resté sur ce lien que vous avez multiplié après. Donc vous êtes un véritable historien. C'est mon arrière-oncle qui fait de la généalogie et qui est passionné d'histoire. D'accord. Ah oui. Donc c'est lui qui vous a initié, donné goût à tout ça. Qui me donne goût, oui, en quelque sorte, oui. Donc il a été un des modèles et ensuite vous avez continué à chercher des référents, des modèles, des mentors un peu, des gens qui vous parlent et vous supportez pas tout ce qui est virtuel. Vous avez besoin d'aller dans l'intimité de l'autre à travers les romans, à travers les films. C'est ça? C'est cela. Est-ce que c'est pas une manière de vivre par procuration? C'est une autre manière de vivre que certains jeunes, effectivement. Par exemple, Yvonne dit de vous que vous avez un côté un peu romantique. Il vous est déjà arrivé de vivre des histoires d'amour? Autrement que dans des livres? Je passe beaucoup de temps sur la lecture et donc je ne me soucie pas forcément des autres. D'accord. Alors, il vous arrive de correspondre avec les auteurs que vous aimez? Oui, notamment avec Frédéric Hébrard. Qui est donc une auteure connue, effectivement. Elle est mariée avec Louis Vell, qui est un comédien. Elle aussi est comédienne. J'échange souvent des courriers justement avec Jean d'Ormesson, de l'Académie française. Alors vous lui parlez de quoi quand vous lui écrivez des courriers? De ses livres, de la manière d'écrire, mais... je me permets de critiquer, mais pas péjorativement, toujours constructivement. Vous émettez des critiques, vous, sur ces livres? Par exemple... Non, je lui ai écrit, je lui dis ce que j'en pense, oui. Et alors, il vous répond? Oui, oui, toujours. Oui, excusez-moi, mais Jean d'Ormesson fait partie de ces gens qui répondent aux courriers qu'on leur adresse. Malheureusement, c'est de moins en moins le cas. Il y a quelques personnes quelques grandes personnes qui arrivent qui répondent aux courriers qu'on leur adresse. Voilà. Il me semble que c'est sa maman qui lui avait dit « tout courrier mérite réponse », justement. Et aujourd'hui, il met en œuvre cette phrase. Alors, Frédéric Hébrard vous répond aussi? Oui. Qu'est-ce qui vous a plu dans son œuvre? C'est un tout. À la fois sa manière d'écrire, l'imagination des histoires. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de sa carrière pour... ceux qui ne connaîtraient pas forcément son Notamment, Frédéric Hébrard a écrit Les Demoiselles d'Avignon. Alors, elle a écrit des romans et puis elle a écrit beaucoup de films fiction. Qui ont été adaptés ensuite à la télévision. Voilà. Interprété par... le personnage principal est interprété par Louis Vell, qui n'est autre que son mari. Alors, La Demoiselle d'Avignon, je pense qu'il y a pas mal de téléspectateurs qui nous regardent, public ici présent, qui s'en souviennent. On était tous fans de La Demoiselle d'Avignon. On va regarder un petit extrait de ce qui représente l'un de leurs plus grands succès, donc de La Demoiselle d'Avignon. Sous les yeux du chasseur ébloui, dans la lumière du soleil déclinant, la biche prit la forme d'une longue jeune fille qui se tenait debout entre les oliviers. Un instant saisi de stupeur, il lui dit « Ô toi que j'ai poursuivi si farouchement que mon cœur en bat encore, es-tu mortelle? Es-tu déesse ?» Je suis mortelle, monsieur. Ah, c'est bien dommage, mademoiselle. Moi, j'étais amoureuse de Louis Vell. Mais moi, j'étais en âge de regarder. Mais vous, vous n'étiez pas né quand c'était diffusé, cette série? La nostalgie de l'époque où on faisait encore des bonnes
séries télévisées, enfin de bonnes sagas. Alors ça veut dire quoi, que vous les regardez en DVD? Je n'ai pas les DVD, mais j'avais téléchargé, oui justement, c'est pas bien de le dire. J'avais téléchargé légalement, oui, les épisodes, et quand ils repassent à la télévision, je les regarde. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette série? À la fois, déjà la manière de jouer de Louis Vell, son jeu d'acteur, l'histoire en elle-même, puis on retrouve aussi évidemment la patte de Frédéric Hébrard dedans, clairement. Donc, depuis vous correspondez avec elle? Oui. Et elle, donc elle vous répond. Donc vous lui racontez quoi dans vos courriers? On a commencé par se côtoyer par courrier, il y a à peu près 1 an. Je lui avais écrit sur tout l'ensemble de sa carrière, notamment plusieurs livres, La Demoiselle d'Avignon aussi. Elle m'avait répondu très aimablement, en me posant des questions personnelles, notamment pas mon âge, mais ma classe ou des choses comme cela, mes passions. Et donc au fil du temps, c'est devenu une lettre de Frédéric Hébrard, c'est devenu une amitié entre nous. On se téléphone souvent pour prendre des nouvelles. Ah ouais, vous vous téléphonez. Voilà. Est-ce que vous êtes dans quelle classe aujourd'hui, En première. En première? Littéraire. Littéraire, bien sûr. Donc vous vous téléphonez, mais vous les avez déjà rencontrés? Non, pas encore. On voulait programmer ça pour septembre, ça n'a pas pu se faire, mais certainement pour novembre. Oui. D'accord. Ils ont pris quelle place dans votre vie aujourd'hui? Frédéric, c'est un peu une grand-mère de cœur. Un exemple. Vous n'avez plus votre grand-mère? Oui, je les ai encore, mes grands-mères. Vous avez encore vos 4 grands-parents? Je n'ai que mes 2 grands-mères, oui. D'accord. Donc voilà, vous les avez déjà, vos grands-mères. Oui. Mais c'est une autre grand-mère de cœur. Alors, votre maman est là, Carole. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous. Comment vous expliquez ce goût de Maximilien pour le passé, l'histoire, ces feuilletons quand même d'une autre époque? On ne se l'explique pas trop. Pour moi, c'est l'ovni de la famille. Ouais. Et il le sait parce que je lui répète assez souvent, parce que vu ce qu'il regarde ou ce qui l'intéresse. Mais comme on a un goût quand même pour ce qui est passé, on est très conservateur. Vous-même? Moi-même et une bonne partie de ma famille. Donc de ce fait, je pense qu'il a hérité un petit peu de ça. Même si nous, on vit avec notre époque, lui, il a gardé l'époque passée, voire très ancienne. C'est ce qui l'intéresse, c'est ce qui le motive. Alors, il paraît qu'il vous arrive parfois de comparer votre fils Maximilien à votre grand-père. Oui. Alors, je le compare à mon grand-père, parce que mon grand-père, qui est né en 1915, donc vivait avec son époque. À 20 ans, il écoutait les musiques de l'époque. À 40 ans, les musiques quand il avait 40 ans, puisqu'il essayait de ne pas penser au passé. Parce qu'il avait connu la guerre, donc il y avait une période qu'il n'aimait pas trop, mais il vivait avec son temps. Que Maximilien, lui, il vit entre l'époque 1940 et 1975. Il aborde à peine les années 80. Et de ce fait, je dis toujours qu'il est plus vieux que mon grand-père. Est-ce que ça vous inquiète? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il vit dans le passé. Il vit dans le passé, mais je pense qu'il va avancer. Il est encore jeune, donc il vit avec le passé d'il y a quelques quarantaine d'années. Mais il va avancer dans l'âge et je pense les époques vont avancer en même temps que lui. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Travailler dans l'écriture, peut-être même l'édition. Ah ouais. Prof d'histoire, je pensais que tu allais me répondre. Non. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? De la variété française, mais des années 60-70 toujours. C'est-à-dire Michel Sardou, par exemple, ou William Scheller. Ça va, ça va encore. Je pensais que tu allais me répondre Edith Piaf ou Edith Piaf, Charles Trenet. Charles Trenet, oui, aussi. Yves Montand. Oui, Alain Bachung, beaucoup de Serge Gainsbourg. Tu te sens très en décalage avec les jeunes de ton âge? Pas forcément, parce que je n'ai pas forcément l'occasion d'en côtoyer tout le temps. D'être en Comme relation je reste avec eux. un peu dans mon monde, je ne peux... Si on te demande par exemple le nom d'un joueur de foot actuel? Ah non, surtout. Incapable? Non. Et du passé? Pas forcément non plus. Quelques grands joueurs, oui, mais comme Platini ou Pelé. Mais... Ça t'intéresse pas forcément? Le sport, non. Le sport, non, pas du tout. Bon. À part le cyclisme. Alors, cycliste, par exemple? Et des années Anquetil, Poulidor. C'est étonnant, ça, quand même. Donc, quand même, ça doit être surprenant pour une maman d'avoir un jeune comme ça.
Bah oui, en plus je lui sers d'assistante, donc il a besoin de moi pour que je l'emmène voir certaines personnalités, pour aller dans les salons du livre, parce qu'il s'intéresse à tout ce qui est littéraire. Alors vous l'avez amené voir qui par exemple? Gisèle Casatsu, pendant les vacances de printemps l'année dernière. Et il y est allé comme ça, bon on va aller Montmartre, et puis après il est allé sonner en demandant si elle pouvait le recevoir, parce qu'il correspondait déjà avec elle. Ça vous plairait, vous, de faire ce qu'a fait Mathurin, de faire une colocation avec une personne âgée? C'est une expérience intéressante et enrichissante, donc je ne dirais pas forcément non. Ça dépend du contexte. Si par exemple c'est un vieil écrivain, ça vous intéresserait? Oui. Voilà. Alors, donc vous devez rencontrer Frédéric et Louis en novembre prochain. Vous savez où vous les rencontrerez? C'est déjà chez eux. Mais on n'a pas encore de date précise. Oui, parce qu'ils sont très occupés. Ils n'arrêtent pas d'écrire, de travailler, de tourner. Ils tournent encore des séries, je sais pas quoi. Hein, ils sont très occupés. Ils sont très occupés et pas souvent chez eux non plus. Parce que... Alors, ils sont très occupés, mais finalement, ça les barbait d'attendre le mois de novembre. Donc, ils ont préféré vous rencontrer aujourd'hui. Ils sont avec nous. Très bien. Très bien. Bonjour. Attention à la marche. La grand-mère de cœur. Le cœur. Merci, venez vous asseoir. Frédéric Hébrard et Louis Vell. Voilà, un couple étonnamment occupé en permanence, toujours ensemble, toujours complices, et qu'on est ravis d'accueillir sur ce plateau. Comment allez-vous d'abord? Bien, parce que c'est une grande émotion. De rencontrer ce garçon. C'est incroyable. Est-ce que tu permets... Est-ce que je peux vous tutoyer? Alors déjà, est-ce que tu es ému? Évidemment, il est non seulement ému, il a les larmes aux yeux. Tu t'y attendais pas, hein? Non. Hein? Voilà. De les rencontrer. Voilà. Alors, ça te fait quel effet? Alors, c'était au mois de mars de l'année dernière. Madame Hébrard et Monsieur Vell, je me présente, je m'appelle Maximilien et j'ai 15 ans. Déjà, ça commençait bien. Je vous aime beaucoup. Madame Hébrard, je suis fan de tous vos livres et vous, Monsieur Vell, de même, vous êtes également un très, très, très grand acteur. Je vous adore. Je vais pas plus loin. J'ai une dizaine de lettres comme ça, puis naturellement, je lui ai écrit, je lui ai demandé de nous donner son numéro de téléphone. Et c'est très émouvant pour nous parce que dans notre famille, on est comme le petit prince Chilpéric de la Demoiselle d'Avignon. On a la tare héréditaire. Lui, c'était l'accent du Midi. Nous, c'est la littérature, l'art, le service de « Il était une fois ». Et quand on a une lettre d'un garçon de 15 ans qui vous dit bah, « je suis là et je vais prendre la relève », c'est merveilleux. Je me suis sentie Chateaubriand recevant Victor Hugo à 15 ans. J'espère que ça se passera mieux parce que ça s'était très mal passé. Madame de Chateaubriand avait voulu lui vendre du chocolat catholique parce qu'elle avait des bonnes œuvres et moi j'ai pas de chocolat. Mais on est... Donc c'est beaucoup d'émotions. On est très émus et toute la famille connaît Maximilien. On a lu les lettres et puis voilà. Comment va Monsieur Vell? Est-ce que les cours de la bourse se portent bien? Est-ce que figurez-vous qu'il passe ses journées, vous le faites toujours? Oui, à oui, boursicoter. Oui. Ah non, il ne faut pas dire ça. Ah pardon. Il faut dire boursicoter. Ah non, j'investis. Ah d'accord, pardon. Ah non, je ne boursicote pas. Je n'ai jamais boursicoté d'ailleurs. Non. J'ai toujours investi, oui. D'accord. Et donc il investit. Vous le saviez, Maximilien? C'est un très grand économiste ici. Donc il investit. Pour la Société des auteurs dramatiques. Je suis le président du comité financier qui se réunit chaque mois et puis voilà. Donc c'est pas que la littérature, hein, on s'occupe aussi des finances. Vous en êtes où sur le plan de vos tournages et de vos écritures? Alors, moi je suis dans un livre qui s'appellera « Quelques femmes de ma vie ». Et
Donc c'est un récit, cette fois-ci. C'est un peu... voilà ce que j'ai vécu, et c'est vrai, c'est pas un roman. Voilà, hein. donc Ça me fait rire de vous voir devant moi, en pensant à quelques femmes de ma vie. Voilà. Et puis lui, il écrit toujours, et on a des projets de télévision. Et quand on se réunit en famille, c'est ou conseil d'administration, ou bien je vais te lire quelque chose, ou bien qu'est-ce que tu penses de ce projet? Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que c'est le secret pour bien vieillir, de rester à ce point occupé et en connexion avec la création? Avoir des projets, c'est évident. Ce n'est pas un secret d'ailleurs, en effet, mais on est toujours dans cet état de recherche, et ça nous a touchés dans le discours tout à l'heure de Maximilien, la ferveur qu'on sentait pour la littérature, l'esprit, tout ça. Et je lui souhaite de rester attaché à ces choses-là parce que c'est fondamental. Et comme j'ai eu un papa, André Chanson, qui, pendant l'occupation, veillait sur la Joconde, le scribe accroupi, que j'ai eu la chance à ton âge... Donc qui était académicien? Qui était académicien français, et que j'ai eu la chance une nuit de dormir avec la Joconde, c'est quand même pas banal. Je me suis dit, j'ai des tas de choses à lui raconter que moi seule je peux lui raconter, et c'est pour ça que on avait très envie. Mais alors c'est incroyable parce que il était une fois un petit jeune homme qui voulait rencontrer un vieux monsieur, une vieille dame. Une bonne fée qui s'appelait Sophie s'est débrouillée pour que la rencontre ait lieu. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas venu les mains vides pour ce garçon. Alors, il paraît que vous lui avez apporté des tas de cadeaux qui vont arriver dans les bras d'Éric sur notre plateau. Merci. Merci. Alors, on va te donner en vrac des choses qu'on a écrites toutes les deux. La Demoiselle d'Avignon, c'est une très vieille édition. Moi, j'ai écrit Marista Marie, tu nous vois, c'était dans le film, là. Et puis, Manu avec la Joconde, La Chambre de Goethe. Vous avez écrit combien de romans, cher Frédéric? Romans, je ne sais pas, mes livres... une trentaine, quelque chose comme ça. Bah, je suis très âgée, hein, je suis plus vieille que le pape. On dirait pas, ça se voit pas. La protestante et le catholique, la photo a été prise 3 jours avant notre mariage, il y a 66 ans. Les secrets de longévité d'un couple, tant que vous êtes là, parce que je sais à quel point vous êtes fusionnels tous les deux, complices. C'est d'aimer, je crois, d'aimer la vie quotidienne. Je ne sais pas ce que c'est que de m'ennuyer. Je n'avais qu'une idée comme acteur, c'était de rentrer chez moi le soir, de trouver mon épouse qui me racontait sa journée. Et puis on a eu la chance d'avoir... Même en sortant des bras de Marthe Keller. Marthe Keller, j'ai jamais été au théâtre avec elle. Vous n'avez jamais été jalouse? Alors, ça a été pas mal. Oui, mais comme c'était moi qui avais écrit l'histoire avec lui, du reste, je voulais qu'il soit très bien. Et je ne pouvais pas lui en vouloir de jouer les choses à fond. Et je me souviens d'un article de Philippe Bouvard disant « Je crois qu'elle est folle, elle lui écrit des rôles de plus en plus beaux avec des filles de plus en plus jeunes et de plus en plus belles. » Bon, et en tout cas, ça ne lui a jamais enlevé le plaisir de revenir auprès de vous tous les soirs. Et je suis toujours très heureuse quand une femme vient vers moi à une signature ou dans un magasin ou dans la rue et me dit « Vous savez, j'ai été très amoureuse de votre mari. » Je lui dis « Je comprends, moi aussi. » Moi aussi. Alors, on va terminer avec Mathurin et l'histoire de Germaine. Qu'est-ce que vous en pensez de ces associations qui mettent en relation des jeunes avec des anciens? C'est merveilleux. C'est merveilleux, mais c'est la vie qui continue. Quand on sent chez les jeunes un appétit pour les aînés, c'est formidable. Moi, j'étais très ému en entendant ce qu'il disait tout à l'heure, de sentir cet appétit, cette ferveur. Mais vous êtes arrivé d'être confronté à des situations un peu délicates quand même. Parfois la nuit. Oui, bon, elle m'a appelé dans la nuit, donc je l'ai entendu, je suis monté très très vite dans sa chambre. Et là, elle me le regarde, elle me dit... Je suis paralysé des jambes. Donc là, je me dis, mince, bon, on va essayer de garder la face. Et puis, bon, je dis, bon, Germaine,
on va lever les draps, puis on va voir essayer de voir si vous pouvez encore bouger les jambes. Et là, je lève les draps, et je m'aperçois qu'elle avait mis les 2 jambes dans le même bas de pantalon, en fait. Donc, du coup, je dis, bon, on va changer ça, et puis ça ira mieux. Est-ce qu'on peut voir le portrait de Madeleine de Germaine, pardon. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je sais pas. Si vous asseyez dessus, il va pas être en forme, le portrait. Mais non, c'était de dos. Voilà. C'est une esquisse, hein. Alors, vous y êtes, j'imagine, beaucoup attaché à cette Germaine en partageant son quotidien. Hein? Oui, je me suis beaucoup attaché à elle et c'est délicat parce qu'en fait, on en vient à culpabiliser le jour où on décide de partir. Pour différentes raisons, peut-être pour retrouver... Pour commencer ma vie aussi. Oui, pour commencer votre vie. Ça a dû être super difficile à prendre cette décision. Vous devez vous sentir coupable vis-à-vis d'elle? Oui, exactement. Je me suis senti vraiment coupable. Et, vous avez eu peur de la blesser peut-être? De lui faire de la peine? Oui, parce que la personne s'attache aussi à vous et vous devenez un repère pour elle. Et donc, en lui disant que je quittais la maison, c'était quelque part lui dire, pour moi, mais je vous abandonne un peu. C'est vraiment ce sentiment coupable. Et elle m'a regardé avec un grand sourire et elle m'a dit « Non, mais c'est super ce qui vous arrive. Foncez, votre avenir est droit devant vous. Le mien, il est derrière. » Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est généreux. Oui. Vous avez gardé contact, j'imagine, par la suite? Oui. Vous l'appeliez régulièrement? Alors, je l'appelais régulièrement, puis de temps en temps, je venais la voir. Alors, les derniers temps, elle était en maison de repos. Donc, avec la dernière fois que je l'ai vue, c'était pour son anniversaire, en fait. Donc, il y avait sa famille qui était conviée à la maison de repos et je les avais rejoints avec 2 éclairs au chocolat. Donc, vous faisiez partie de la famille? Un petit peu, oui. C'est vrai que vous rentrez quelque part dans une famille au fur et à mesure. Et elle avait droit aux éclairs au chocolat? Oui, mais bien sûr, devant la famille, il faut toujours garder la face et dire non, le chocolat, je ne cours pas trop après. Puis une fois que tout le monde est parti, on était tous les deux à faire bon, on se les fait ces petits éclairs. Et puis quelques mois après, elle est décédée. Oui. Et donc, pour lui rendre hommage et pour garder un lien avec elle, vous avez publié ce livre de dessins dont nous avons vu quelques dessins, justement. C'était aussi une manière de remercier sa famille. Pour moi, c'était très important. C'est beau. C'est beau. Très beau. Ah oui, oui. C'était, en gros, mine de rien, ces enfants confient leur mère. Confier sa mère à un parfait inconnu. J'ai trouvé ça vraiment très généreux de leur part. Et elle m'a beaucoup aidé aussi, parce que finalement, c'était le commencement de ma vie active. Et il y a eu un autre élément très rapide qui m'a aussi donné envie de faire ce livre. C'est qu'elle avait un petit-fils qui venait souvent la voir, qui avait 5 ans à l'époque, qui s'appelle Hugo. Et je me suis rappelé, cet enfant, je me suis rappelé moi, quand j'allais voir mon arrière-grand-père, je me disais, mais il en aura forcément un souvenir, une image. Oui, c'est sympa. Et le fait d'écrire ce livre, il en aura également un souvenir et il verra comment elle était au quotidien. Et ça sera finalement un souvenir pour la famille. Oui. Maximilien, comment ça va? Remis de tes émotions? Oui. Je vais vous laisser poursuivre votre conversation hors antenne. Merci de tout cœur d'être venus nous voir tous les deux. C'était un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci à tous et bravo pour cette histoire. Un mot peut-être d'Yvonne pour clore ce sujet. Aujourd'hui, ce qui était à l'honneur, c'est la transmission et le partage du savoir, des savoirs de vie et des savoirs de valeur et des histoires. On est rentré dans l'intime et dans l'histoire. Merci à vous tous. À tout de suite pour un numéro spécial de l'Histoire continue, dans lequel nous avons décidé de donner la parole à Amina Yamyan, notre gynécologue. À tout de suite. Merci. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec l'Histoire continue nouvelle formule. Vous retrouverez Renaud, notre journaliste, qui est allé à la rencontre d'Anita. Bonjour. Bonjour. Cette fidèle téléspectatrice nous a contactés pour rendre hommage à Amina Yamyan, notre gynécologue. Merci à Amina. Aujourd'hui, j'ai 2 filles. Sans elle, cette aventure n'aurait jamais eu lieu. Amina sera avec nous
Et elle viendra en aide à une autre de nos téléspectatrices qui est enceinte de 7 mois et demi. Je voulais savoir à quel moment la douleur est la plus intense. Quand vous commencez à être en travail, jusqu'à ce que l'enfant soit né, les douleurs ne vont faire qu'augmenter. Un accouchement, qu'on l'accouche sous péridurale ou pas, ça se prépare. La grossesse et tous ses mystères, ce sera juste après la pub.